Eh bien, de retour pour What's Next Mobility, notre dernier rendez-vous de cette journée forte en émotions. Merci à tous d'être avec nous. On va retrouver en plateau Lamia Amou. Bonjour Lamia. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous en cette période un peu particulière. Et on va également être en plateau avec Jean-Claude Giraud. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Dans quelques instants, on devrait retrouver le récipiendaire du prix Pépite 2020 et Grand Prix Bercy IMT Innovation, Guillaume Chaumet, la ruche à vélo. Il a quelques minutes de retard, sans doute un problème de vélo. Mais on va commencer avec vous, Lamia, la RATP à l'honneur, puisque vous êtes responsable Innovation Lab Groupe RATP. Parlez-nous un peu de... Voilà, on ne sait pas toujours, mais la RATP, c'est quand même un vrai pôle d'innovation. Tout à fait. L'innovation, elle fait partie de notre ADN depuis des années. Ça ne se voit pas effectivement de l'extérieur lorsqu'on prend les bus et les métros, mais en fait c'est vraiment dans notre démarche depuis très longtemps. Moi je travaille au lab, dans le lab central du groupe qui appartient au département stratégie, innovation et développement. Donc c'est un département qui réfléchit et qui est en tête chapeau au niveau du groupe, donc France international. Et nous innovons à tous les niveaux. Donc il y a l'innovation sociale, l'innovation technologique. On essaie de réfléchir à comment les partenaires ils vont pouvoir demain utiliser les outils d'entreprise, améliorer, surtout dans la situation actuelle par exemple qu'on a vécue cette année avec la crise Covid. Il y a eu une accélération d'autant plus de l'innovation, que ce soit en utilisation des outils digitaux en entreprise, mais aussi à travers les usages et les échanges avec les différents partenaires nationaux et internationaux. Donc on travaille aussi avec les startups, on a un accélérateur à la RATP qui a l'objectif d'accélérer les différentes startups de l'écosystème français, européen et international, parce qu'on est très ouvert. Et l'idée aussi, à travers cet accélérateur, c'est de donner un coup de pouce à des startups qui ont une vision business, qui peuvent nous apporter quelque chose dans le cadre de notre futur, et qui est la mise en concurrence. Donc la RATP, par exemple, en Île-de-France, on va être mis en concurrence pour les bus à hauteur 2024 et pour le métro 2030. Donc on se prépare. Oui, vous cherchez à faire évoluer l'image qu'on peut avoir de la RATP et de quelquefois l'image qu'on peut avoir de grève à répétition. Non, la RATP, c'est un lieu où on innove. Et vous me parliez du lab, mais il n'y a pas qu'un seul lab, il y en a 4. Il y a 4 labs. Il y a le lab central qui s'appelle le Hub. Il y a un lab au niveau RATP, département de maîtrise d'ouvrage des projets. Il y a un lab à Casablanca qui appartient à notre filiale RATP Développement, qui s'appelle Casaroc, et il y en a un autre qui est à Brest qui s'appelle CareLab. Donc on travaille sur plusieurs sujets. Donc il y a les sujets qui sont en relation directe avec le client. On va mettre le client au centre. C'est vraiment notre ADN aujourd'hui. Et puis il y a les usages pour la maintenance, pour le développement, pour les corps métiers. On va essayer d'intégrer la technologie dans les usages de tous les jours. Et on va aller chercher à améliorer ou à changer complètement des fois des usages, pour améliorer notre façon de faire, ou pour être plus productif, pour être meilleur, ou pour tout simplement apporter un nouvel usage qui va faciliter la vie de l'utilisateur et la vie finalement du voyageur. Ah, c'est toute une ligne, c'est une punchline, bravo Lamia. Voilà. On vient de retrouver en plateau Guillaume qui nous a retrouvé. Guillaume, félicitations, puisque on l'a appris lors de cette émission. Ce matin, vous avez reçu le prix Pépite 2020 et Grand Prix Bercy IMT Innovation. Guillaume, félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, on est très heureux. Vous êtes siglé au logo de la ruche à vélo et on va parler de cette entreprise nantaise qui se développe dans l'Ouest et on espère peut-être à Paris prochainement. Vous allez nous en parler. Vous allez nous en parler dans quelques minutes. Je vais revenir un peu sur cette... pas spécialement sur la ruche à vélo, puisque vous avez partagé peut-être un projet commun, mais ça sera peut-être l'objet d'une autre discussion. Ouais. Mais je voudrais avant tout parler d'Urbanopolis. Oui. Est-ce que vous pouvez éclairer, parce qu'on est suivi par près de 25 000 personnes et il se peut qu'il y ait des jeunes entrepreneurs qui viennent frapper à votre porte. Oui, alors Urbanopolis, c'est la démarche des labs du groupe RATP. D'accord, donc on accélère des projets, on réfléchit en interne déjà au cœur de tout le groupe RATP à notre démarche, à des idées, des nouvelles, que ce soit sur une thématique très technique, sur par exemple de l'utilisation de la data de demain,
la data qu'on collecte, la data qui existe, qui est liée à l'exploitation. Ça peut être les données liées à la pesée du train ou quelque chose comme ça. Et pour réfléchir à proposer des nouveaux services. Donc ça, c'est ce qu'on fait à Urbanopolis. On réfléchit, on essaye de sortir de là avec des idées de projet. Quand on a les idées, eh ben, il faut les creuser, ces idées-là, leur donner vie et donc imaginer leur position de business. Donc créer un business avec cette idée. Parce qu'une idée sans business, sans une valeur en gros qui va apporter quelque chose sur le marché, ou qu'elle devienne des fois un élément différenciant dans un appel d'offres, par exemple, pour nos filiales, parce qu'on en a plusieurs. On va pousser l'idée avec le deuxième thème qui est vraiment le développement. Et on va jusqu'à la maquette ou le MVP. C'est là où les partenariats peuvent arriver parce qu'on ne fait pas tout non plus. On travaille avec des startups qui sont spécialisées. Il y en a qui travaillent beaucoup sur la réalité augmentée. J'ai vu tout à l'heure les échanges avec des startups qui font de la VR et l'AR. Il y a des startups qui travaillent sur la data visualization, donc qui travaillent sur l'intelligence artificielle, qui ont déjà fait des développements assez intéressants, avec qui on va échanger, avec qui on va essayer de faire des MVP, donc des Minimum Viable Products, pour le tester chez nous, ou leur donner des cas d'usage RATPiens, parce que la RATP, c'est un territoire, c'est 14 pays, c'est pas que Île-de-France. Ça nous est arrivé d'accompagner, d'emmener, d'exporter le savoir-faire français à l'étranger sur des territoires sur lesquels on est exploitant. Et ça, c'est une vraie richesse de la RATP de pouvoir accompagner les startups dans ce sens. Un accélérateur. Un accélérateur, tout à fait. L'intrapreneuriat, c'est également quelque chose d'assez surprenant. Vous mettez en avant et vous essayez de cultiver au sein de l'entreprise voilà, une forme de créativité et d'où quelquefois des applications, et je vous invite pour vous, utilisateurs au quotidien de transport en commun, comme Ami. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette... Oui, c'est quand même important, vous mettez en valeur nos collaborateurs. Exactement. En fait, c'est très simple. Dans la démarche des ressources humaines aujourd'hui, de comment on manage et comment on accompagne le collaborateur, c'est on le fait monter en compétence sur plusieurs volets. On appelle ça chez nous le management clé. Et la dernière lettre du mot-clé, c'est entrepreneur. Donc, entrepreneur, ça veut dire être capable de juger qu'un projet est rentable, être capable de penser ROI, être capable de poser un business model, un business plan et de le défendre devant un conseil d'administration ou devant son management. Et pour ça, il n'y a pas mieux que de s'exercer sur quelque chose qu'on aime ou sur une idée qui nous plaît. Parce que, bizarrement, on va y passer beaucoup plus de temps, on va être passionné, il y a le côté humain, cette petite fibre qui va faire qu'on va se sentir bien, qu'on va se sentir heureux, et on va y passer beaucoup plus de temps que ce qu'on avait l'habitude de passer auparavant. Et sans se rendre compte, c'est là où l'acquisition de compétences va rentrer en jeu. Et on va commencer à acquérir des compétences progressivement, tout en mettant en application cet intrapreneuriat. Et on arrive au final à devenir entrepreneur. Donc effectivement, la démarche qui a amené l'arrivée de Ami, qui est une application mobile qui permet de faire de l'alerting en temps réel pour éviter les accidents, c'est une application qu'on télécharge sur smartphone. Ça peut être utile quand on fait du vélo. Exactement, quand on fait du vélo, quand on est à pied, surtout les jeunes, parce que les jeunes, ils sont tous sur leur smartphone. D'ailleurs, il y a une publicité assez intéressante sur le sujet. Ils sont sur le smartphone avec le casque et on n'entend pas. Le tramway, quand il arrive, c'est très silencieux. Et malheureusement, il y a eu pas mal d'accidents à cause de ça, des écouteurs et de la musique à fond. Et donc l'application alerte avec de la vibration, du sonore, elle arrête la musique et tout de suite on sait qu'il faut s'arrêter. Donc ça peut éviter effectivement des drames et ça a été développé, co-développé entre RATP et une start-up qui travaille sur l'ultrason. Donc c'est une technologie qui est basée sur l'ultrason et c'est un collaborateur RATP qui a porté le sujet jusqu'au bout et qui est toujours en train de continuer. Il a créé une petite structure et qui continue et il est soutenu par la maison. Et voilà, c'est le bébé de la maison. Mais on vous suit tout au long de la journée puisqu'on a même eu Tioula tout à l'heure qui était présent et vous les avez également suivis. Oui. C'est voilà, un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Tioula, moi je les ai découverts très récemment, fin d'année, et je me suis dit, là le CES arrive.
Donc le CES digital, cette année, on avait l'habitude tous les ans d'accompagner, on est 65 000 salariés, c'est vraiment des personnes triées sur le volet qui vont parce que le coût du voyage est très très élevé. Et cette année, quand j'ai vu que le CES était digital, qu'il y avait une plateforme, que ça pouvait bénéficier à plein de monde, je réfléchissais à comment faire pour faire bénéficier du monde, pour trier en fait les informations et proposer des choses qui soient pertinentes pour le collaborateur. Et Théoula, ça nous a permis ça. Et du coup, au lieu que ce soit 10 personnes qui vont au CES, là, c'était les 65 000 collaborateurs qui pouvaient venir et vraiment assister au keynote. Il y avait toutes les informations qu'on a pu regarder en fur et à mesure. Et il y a le deuxième point qui était super intéressant, et c'est là où vraiment le jeu il était sympa, c'est qu'on a fait venir des startups françaises qui sont à Paris et on a fait des interviews chez nous au lab avec elles pour les collaborateurs. Donc en live pour un peu échanger sur des nouvelles choses. Il y avait sur la santé, il y avait une start-up sur les langues qui traduit. Mais nous ne pouvons pas en parler, c'est une exclusivité RATP. C'est une exclusivité. Nous aimerions bien vous en parler, une belle innovation. Je suis certain qu'elle va arriver sur tous vos portables pour les Jeux Olympiques 2024, mais on ne peut pas en parler. Vous ne voulez pas nous en parler. Non, en fait, c'est en cours, les échanges sont en cours, il y a plein de projets qui sont en cours aujourd'hui. La RATP travaille sur de la R&D. Hein. Donc, quand on parle de R&D, ça veut dire qu'il y a de la confidentialité. Donc, je ne me permettrai pas d'avancer les sujets. Nous non plus. Voilà. Et sinon, il y a les programmes stratégiques qui sont connus de tous. Il y a le véhicule autonome sur lequel voilà, on a relancé l'expérimentation de Vincennes. Les véhicules sont en train de tourner. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Voilà, donc ça, c'est les programmes qui sont connus par tout le monde et qui sont publics sur lesquels on peut parler. Damien, merci en tous les cas de nous avoir présenté. On reviendra vers vous dans quelques instants parce que vous m'avez surpris en préparant cette émission puisqu'on apprend même qu'à la RATP, vous pouvez découvrir des structures robotiques assez extraordinaires, des squelettes... Enfin, on en reparlera tout à l'heure parce que c'est tout à fait étonnant. La RATP, c'est un lieu d'innovation. Mais passons à un autre mode de mobilité, alors non plus collectif, mais plutôt, je dirais, classique. Mais le Français est encore attaché à sa voiture. On ne vous oublie pas, Guillaume, on arrive au vélo et on sait à quel point aujourd'hui c'est un mode de transport et puis qui se développe énormément. Mais on va voir avec vous, Jean-Claude Giraud, président de l'Association française du gaz naturel pour véhicules. Ce développement, on en parle peu, en tous les cas moins que pour l'électrique. 1460 utilitaires et camions gaz ont été vendus en France l'an dernier, soit un bond de 81% depuis 2014. Voilà, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Est-ce que vous pouvez nous... Malheureusement, effectivement, on n'en parle pas et merci à vous d'en parler, de m'avoir invité aujourd'hui. Effectivement, beaucoup de gens parlent d'électrique et autres dans cette période de transition écologique. Mais transition vers quoi? Effectivement, on veut tous des véhicules propres, on veut des transports propres, on est tous pour le bien-être de la planète, mais ça commence maintenant. Ça commence maintenant. C'est pour ça aussi que les constructeurs ont travaillé énormément sur les évolutions de leurs moteurs thermiques. Ça aussi, on a rayé d'une croix d'un seul coup les milliards d'investissements que tous les étrangers dans le monde avaient faits. Et le gaz naturel pour véhicules n'est pas seulement dans une période de transition, il existe déjà, surtout pour les véhicules, le transport, plutôt que la voiture particulière, donc les transports collectifs, parce que la RATP, je suis heureux que la RATP monte d'une façon importante en gamme de véhicules gaz. La semaine dernière, j'ai fait une interview pour notre magazine de la FGNV dans le dépôt de Créteil de la RATP, 256 véhicules au gaz. Donc ça montre bien l'orientation de la RATP. Et dans les transports routiers de marchandises, cette fois, ça se développe beaucoup aussi parce que, comme je disais, ça existe, c'est peu cher, ça pollue beaucoup moins que le diesel ou que les autres, même que l'hybride. Donc les transporteurs y vont. On n'est pas tellement aidé pour développer parce qu'effectivement, vous l'avez dit, on n'en parle pas beaucoup. Et on n'a pas d'aide financière, contrairement à d'autres filières qui ont des aides financières importantes. Oui, mais enfin, il y a d'autres problématiques quand même, parce que quand vous avez un parc, et à la RATP, on le sait très bien, il faut changer le... Il faut du temps. Et puis il y a des questions de sécurité qui sont... Tout à fait. Alors, il faut du temps, parce qu'effectivement, j'ai eu des discussions avec des présidents ou présidentes
de la RATP depuis les années 2014-2015, lorsque la RATP annonçait des chiffres très importants de renouvellement pour 2025 du parc, qui est de 4800 véhicules, je crois me souvenir, la RATP, 80% en électrique, 20% en gaz. Je disais à ces présidents que ça me paraissait impossible, dans 10 ans, 2015-2025, d'avoir ce pourcentage, parce qu'un véhicule électrique coûte très cher. Il y en a un peu sur le marché. Il y a quelques véhicules aujourd'hui d'origine chinoise. Alors là, après, on amène aussi un autre domaine. Est-ce qu'on veut être complètement lié aux Chinois et devenir chinois complètement, ou est-ce qu'on veut travailler français ou européen? Ça, c'est encore une autre question que je n'aborderai pas, mais enfin, je le dis quand même. Et c'est extrêmement important. Et le fait que la RATP a changé, là, a changé ses pourcentages, ça me rassure économiquement, parce que lorsqu'on donne des aides pour développer une filière, ce sont nos impôts qui y contribuent. Donc on a suffisamment à payer, et avec ce qui nous arrive dessus, il y a sûrement encore des surprises au niveau budgétaire, donc il faut être prudent. Donc c'est trop facile de dire on va changer nos véhicules, ça va être merveilleux, et puis vous allez voir en 2050, ça va être extraordinaire. Alors qu'on espère tous qu'en 2050, que la planète sera propre, mais à quel coût? Et on a le GNV Bio quand même. Il y a GNV Bio qui se développe énormément. Là il y a un méthaniseur par semaine qui s'ouvre. Oui. C'est fantastique parce que avec le biogaz, donc là c'est complètement propre. C'est de l'économie circulaire parce qu'on utilise les déchets agricoles, les déchets ménagers ou aussi les boues des stations d'épuration. Donc des choses qu'on n'utilisait pas aujourd'hui et qui étaient gaspillées. Aujourd'hui, on les utilise pour faire de la méthanisation, injecter dans les réseaux. Déjà aujourd'hui, dans le gaz GNV, il y a 20% de méthane qui sont déjà injectés. Mais lorsque le biométhane sera encore plus développé, ça veut dire que cette économie circulaire fonctionnera, ça veut dire que ça donnera un revenu supplémentaire pour les agriculteurs, et la filière agricole pousse énormément sur cette méthanisation, et donc là, on peut être indépendant énergétiquement. Donc c'est quand même merveilleux, parce que je rappelle qu'au mois de janvier, dans une période difficile de froid, on a commencé à importer de l'électricité d'Allemagne. On a failli tomber en blackout. On a failli tomber en blackout. Ouais. L'Allemagne qui produit l'électricité à base du charbon. Ouais. Donc quand on parle pollution et développement en transition écologique, il faut savoir ce qu'on veut. Oui. Alors revenons-en, excusez-moi, aux particuliers, à ceux qui nous écoutent, à l'auditoire, à vous et moi qui possédez une voiture. L'amortissement, il est quand même plus rapide entre l'électrique et le GNV, mais il y a quand même un coût à l'achat. Il y a un coût à l'achat. Nous, on parle en TCO, c'est-à-dire en exploitation, surtout pour les véhicules lourds dont j'ai parlé. Donc pour les véhicules particuliers. Pour les véhicules particuliers, alors malheureusement, il y a peu de constructeurs aujourd'hui en France qui importent des véhicules, parce que nos constructeurs français, qui je rappelle étaient membres fondateurs de l'Association française du gaz naturel en 1994. Et en 1995, nos constructeurs français développaient des véhicules gaz. Et puis après, il y a eu cette marotte de développer complètement l'électricité. On a laissé tout tomber. L'association a failli disparaître. Mais grâce au transport, on est revenu. Et il y a des constructeurs aujourd'hui bien connus en Europe, le groupe Volkswagen, le groupe Fiat, oui, qui viennent avec des voitures gaz. Et j'ai entendu dire la déclaration de Luca Di Meo, qui est repris la direction générale de Renault, qui était un fort pusher du gaz chez Seat, qui voudrait aussi envisager dans les nouvelles usines de Flins de reconditionner les véhicules et les transformer en gaz. C'est une première étape. J'espère qu'il viendra aussi à des véhicules neufs en véhicules moteur gaz naturel, biométhane. Parce que comme vous me le rappeliez en préparant cette émission, on a quand même un souci de pollution avec des véhicules électriques, que ce soit les particules pour les freins ou ce type de... Oui, alors les politiques, et j'ai discuté avec de nombreux politiques, ils veulent des véhicules propres. Aucun véhicule n'est propre à 100%. Parce que ne serait-ce qu'un véhicule électrique, lorsqu'il roule, les pneus, le freinage produisent des particules. Donc il faut déjà partager entre les particules du moteur et les particules du reste du véhicule. Mais c'est vrai qu'un véhicule électrique, en ville, il est propre, le véhicule en lui-même. Mais il faut regarder l'analyse du cycle de vie. Et ça, nous l'avons fait grâce à l'IFPEN, donc qui est neutre, l'IFPEN, qui a fait une étude l'année dernière, en disant que lorsqu'on fait l'étude du cycle de vie, on s'aperçoit qu'un véhicule gaz, et surtout biométhane, est plus propre qu'un véhicule électrique. Parce qu'un véhicule électrique, il faut aller chercher quand même un certain nombre de composants en Afrique, les transporter en Chine. Aujourd'hui, 95% des batteries pour les voitures sont fabriquées en Chine. Sans oublier le recyclage. Là encore, merci les Chinois. Donc après, ils les fabriquent avec des usines qui tournent au charbon, et après on les réexpédie en Europe ou en France.
Donc, et après, recyclage, vous avez tout à fait raison, à la fin de vie du véhicule, il faut recycler les batteries. Donc tout ça, sur l'analyse de cycle de vie, ça pollue énormément. Mais les politiques, et je le comprends dans un sens, le politique, il s'occupe de sa ville ou de sa région, il dit, moi, dans ma région, comme je n'ai pas de centrale nucléaire, je n'ai pas de centrale hydraulique, je n'ai pas d'usine à charbon, je veux des véhicules propres. Et ça se comprend. Mais il faut regarder quand même plus loin, parce qu'on parle de pollution de la planète, donc il ne faut pas se cantonner à sa propre ville. Et je dirais même, il ne faut pas se cantonner à la France, parce que la pollution de la France, c'est 1% du total. Alors je sais bien qu'on veut toujours jouer les meilleurs. Et on dit, si on ne fait pas nous France, on croit qu'on est encore toujours les héros mondiaux, mais nos classements dans tous les domaines, les mathématiques ou tout le reste, on diminue de plus en plus. Donc il faudrait peut-être commencer à faire rayonner notre pays, et c'est pour ça qu'on reparle de relocalisation dans beaucoup de choses. Le virus qui est là nous a appris aussi beaucoup de choses. On fait appel aux vaccins étrangers qui n'arrivent pas, on fait appel aux masques étrangers qui arrivent maintenant, mais à quel prix? Pour l'instant, nous avons du gaz, revenons en France, français. Revenons en France, fabriquons français et relocalisons nos industries parce qu'on perd nos industries. Attention, parce que c'est plus grave pour les véhicules, parce qu'il y a la vente, mais aussi il y a l'après-vente. Et en maintenance, un véhicule électrique a besoin beaucoup moins de maintenance. C'est bien pour le consommateur, mais pour tous les concessionnaires de voitures, de camions, d'autocars, ils auront beaucoup moins de travail dans les ateliers. Donc il faut aussi se poser cette question-là. Et dans les ateliers, et là je reviens à la RATP, qui ont tellement de véhicules, ils se rendent compte qu'effectivement, alors ça coûte cher pour mettre une station de gaz, c'est vrai, c'est un investissement, ça coûte cher pour mettre des bornes électriques, mais après il y a cette maintenance. Et la maintenance d'un véhicule électrique, c'est compliqué. Donc, et pour garer les véhicules, c'est compliqué. Justement, vous me lancez la perche. On parle de garer les véhicules, mais pourquoi ne pas avoir un vélo? Exactement. C'est tellement plus simple de garer son vélo aujourd'hui, surtout quand on a la ruche à vélo. Guillaume, vous avez lancé une idée un peu folle de créer un stationnement, et ça fonctionne, un stationnement pour les vélos qui soit sécurisé. Vous pouvez nous parler de la genèse de cette idée, ça vous est venu d'où? Alors la genèse de cette idée, donc cette idée elle a germé quand on était en école d'ingénieur à l'ICAM à Nantes, où on avait un projet de création justement d'entreprise, et donc on a réfléchi un peu aux différents sujets qu'on pouvait prendre, et là est arrivé le sujet du vélo, et comme on était à peu près tous dans le groupe, on utilisait les vélos plus ou moins, au moins pour se déplacer dans Nantes, parce qu'en voiture c'est quand même assez compliqué. Là, on a réfléchi un peu aux problématiques du vélo, et la principale problématique aujourd'hui, c'est le stationnement du vélo. Et du coup, on était un groupe de 5 personnes, on a réfléchi sur le sujet pendant 6 mois, et à la fin des 6 mois, nous, on a décidé, avec 2 autres camarades, de continuer l'entreprise, et donc de lancer la ruche à vélo. Et donc, on a créé la structure de la ruche à vélo en 2019. Et donc, vous venez de recevoir un prix de l'innovation. Ça va vous permettre quoi? Quelle est la prochaine étape? Parce que donc vous vous êtes déjà installé sur Angers, c'est bien ça? C'est ça. Alors le parking n'est pas encore construit, mais il va bientôt être installé normalement en mai. Oui, parce que concrètement, ça se figure comment? C'est une plateforme qui va rentrer en terre, c'est bien ça? Ouais, non, alors le fonctionnement, donc le parking est en hors sol. Voilà. Pour les premiers, on a la possibilité à terme de venir mettre le parking en souterrain, ou alors l'idée à terme, c'est aussi directement de venir l'implanter dans des bâtiments, dans des locaux inutilisés, pour avoir le minimum de pollution visuelle et pour occuper des espaces qui aujourd'hui ne sont pas toujours occupés. Le premier à Angers est en hors-sol, donc en fait l'idée c'est que la personne vient déposer son vélo dans un sas d'entrée, et une fois que le vélo est déposé, après en fait la personne ressort, et là on a une machine qui vient automatiquement prendre le vélo et stationner dans une zone de stockage qui du coup est inaccessible aux autres utilisateurs. Donc c'est sécurisé. Donc ça permet énormément de sécurité, et surtout ça permet aussi de mettre les équipements en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, sur tous les parkings classiques qu'on peut avoir en ville, on ne peut pas laisser les lumières, les sacoches, on peut difficilement les laisser. Et les batteries des vélos électriques également. Les batteries des vélos électriques, voilà. Ouais. Et les vélos eux-mêmes sont souvent même dégradés s'ils sont... Et volés, puisque aujourd'hui, souvent volés, ouais. Près d'un vélo sur 2 est volé dans les 2 premières années, ce qui est quand même assez terrible. Vous avez également, vous soutenez une mobilité douce. Alors vous venez de Nantes. Nantes est connue pour sa politique de la ville, avec une mobilité qui est vraiment axée vers les transports en commun et la mobilité douce. Ça ne peut pas faire le bonheur des automobilistes, mais bon. Non, mais c'est complémentaire. Je n'oppose pas, et je pense qu'il y a des... non plus. C'est complémentaire. Voilà, chacun a son utilité à un moment donné de sa vie, ou de moment de sa journée ou de sa semaine. Le vélo a toute son utilité, principalement quand il fait beau, quand c'est pas trop loin quand même.
Mais quand on commence avec les périodes d'aujourd'hui où il y a tant de neige, tant de pluie, etc., quand on est un peu âgé, motivé pour. il faut être motivé, il faut être très sportif. Et le vrai. français il devient de moins en moins sportif, donc ça devient compliqué. Et justement, le vélo permettra peut-être de revenir à ce sport. Mais nous, on n'est pas opposés du tout aux autres modes de transport. Parce que dans une ville, il faut aller en ville, les transports en commun, bien sûr. La RATP, quand les RER arrivent à l'heure, j'ai fait être en retard parce que les RER n'étaient pas là. Oh, mais vous êtes assez taquin, le vélo, il ne faut pas l'utiliser quand il neige. Non, mais il faut dire ce qui existe. Oui, mais enfin, le gaz, ça pollue. Bah, ça pollue aussi. Comme on le disait, il n'y a aucun véhicule qui est 100% propre. J'entends. Donc, mais je me permets de défendre nos invités mais, parce que... Non, mais je ne les attaque pas. Mais c'est vrai que chacun a son utilité. Et il y a trop de gens, justement, qui prennent le parti d'un seul mode et qui détruisent les autres modes. Non, il faut regarder autour de soi. Et moi-même, j'utilise le vélo, beaucoup la marche à pied. Mais là aussi, c'est restreint. Eh bien, j'en viens à ma question de la mobilité transversale. Comment se fait-il aujourd'hui, avec des acteurs aussi importants que la RATP, vous avez été directeur du salon de l'auto, il y a quand même des grands constructeurs, vous avez des jeunes startups qui se mobilisent pour la mobilité douce. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi encore à vous réunir autour d'une table pour avoir, je ne sais pas moi, un pass commun Tout à fait. pour faire de la mobilité? Et là, c'est utopique. Un des sujets, typiquement, c'est un sujet sur lequel la RATP et la région travaillent. Île-de-France, elle est en train de travailler dessus, ça s'appelle Mobility as a Service. D'ailleurs, le vélo, pour moi, c'est, pour nous en tout cas dans notre métier, dans notre recherche, fait partie de la mobilité, de nos usages, de nos futurs investissements. C'est le premier kilomètre ou le dernier kilomètre. C'est ce qu'on appelle le premier ou le dernier kilomètre. On pousse à ça parce que c'est une mobilité douce, ça permet de décarboner les villes, effectivement, et ça permet de bouger. Donc, mais on ne peut pas effectivement faire 20 km à vélo le matin, c'est pas possible. Sinon, il faut se changer sur place quand on arrive et avoir des douches au bureau. Et non, mais c'est un sujet. Et le MAS, le Mobility as a Service, c'est une solution qui est portée chez nous en interne par une entité à part, par l'usine digitale de la RATP qui, elle, porte tout le développement de la partie Mobility as a Service où on va avoir un seul titre qui nous emmènera d'un point A à un point B en incluant tous les modes de transport. Guillaume, vous serez partie prenante de cette aventure à Paris? Alors c'est vrai que donc les applications de masse, on voit ça de plus en plus dans les villes et c'est vrai que là-dessus c'est assez intéressant parce que oui, le vélo c'est bien, mais effectivement le vélo on ne peut pas le prendre pour faire des très longues distances. Donc l'idée, justement ce principe de prendre le vélo, puis après par exemple prendre le train pour aller travailler dans une autre ville, puis reprendre un vélo ou alors un transport en commun pour aller jusqu'à son lieu de travail, c'est très intéressant et même nous, à la Ruche à vélo, c'est vraiment ce qu'on essaye de réfléchir aujourd'hui avec notre application, de vraiment pouvoir venir s'intégrer justement directement dans la masse. Aujourd'hui, pour venir, j'ai fait de la marche à pied, j'ai pris le RER et le métro et encore de la marche à pied. Je n'ai pas fait de vélo aujourd'hui. Et vous avez l'air en pleine forme. En pleine forme. Et voilà. Et le secrétaire général de la FGNV dans Paris ne roule qu'en vélo. Alors, vous voyez qu'on est vraiment très éclectique. Eh bien, espérons qu'on arrive à créer une unité entre ces modes de déplacement. Il le faut. C'est l'avenir de notre monde qui est en jeu. L'environnement, c'est une question principale, majeure. En tous les cas, je vous remercie, Lamia, d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre pour ce What's Next Mobility. Merci à vous, Guillaume, et excusez-nous de vous avoir fait courir à travers Paris. Vous étiez en métro, je crois. Métro, c'est ça. En vélo? Non, de Nantes. Ah bah voilà. Jean-Claude Giraud, merci mille fois d'être venu jusqu'à nous. On va retrouver pour la clôture François je dis une bêtise, nous allons retrouver le directeur de Business France, Frédéric Rossi, mais laissez-moi tout d'abord vous remercier chacun de vous de nous avoir suivis tout au long de la journée. Merci à Claire Elfgott, à Virginie Manoujian et bien sûr à François Jalbert d'avoir organisé cet événement. Je vais donc laisser la parole au directeur général délégué Export Innovation PME ETI de Business France, Frédéric Rossi. C'est à vous pour clôturer cette journée. Merci. Heureux de vous retrouver tous pour dresser ce premier bilan à chaud du CES 2021, un CES qui a effectivement été très atypique, entièrement digital, comme vous le savez, complètement nouveau finalement pour à la fois les startups, les grands groupes, les PME et puis les organisateurs de toutes les délégations présentes sur cet événement. Alors face à cette situation, Business France, qui organise et fédère, comme vous le savez, la présence française et des startups sur le CES depuis 7-8 ans à peu près, a choisi finalement deux mots d'ordre. Le premier, c'était résilience et rassemblement. Nous avons réussi cette année, malgré le format atypique,
a fédéré plus de 110 entreprises françaises, start-up, entrepreneurs autour du CES. Nous voulions envoyer finalement un message fort, celui que la France des start-up est toujours dans le top 3 des nations au CES. Ce message a été envoyé avec succès. 9 régions françaises ont fait partie également de cette délégation et nous ont soutenus, ainsi que l'INPI, All Circuit, de nombreux partenaires comme l'IMT, EDF, La Poste, etc. Donc on avait un collectif extrêmement fort, aussi fort finalement que les années précédentes. Le deuxième mot d'ordre, c'était l'agilité et l'adaptation face à cette situation. La nouveauté cette année, ça a été finalement un renforcement de toutes les activités en amont de coaching et de préparation de tous les entrepreneurs participant à ce CES entièrement digitalisé. Comment pitcher son produit en quelques minutes en format digital, comment optimiser sa présence en ligne sur les outils mis à disposition par le salon, comment gérer ses relations presse à distance, comment optimiser finalement aussi la présence augmentée pendant plus de 3 semaines, 1 mois sur le salon, puisque les conférences du CES viennent de se terminer, mais on a encore pendant quelques jours la possibilité d'être présent sur les plateformes, et donc il faut arriver à tenir la distance. Tout ça finalement, c'est très important parce qu'au-delà du CES, c'est vraiment de l'acquis pour les entrepreneurs qui ont participé à cette grande aventure. Ce n'est pas impossible que ça soit des compétences qu'on doit développer à nouveau sur d'autres salons compte tenu du contexte actuel. Et donc, l'objectif de Business France, à la fois à travers ce CES, mais également plus de 220 opérations en 2020 qui ont été entièrement digitalisées compte tenu de la pandémie, dans tous les secteurs d'activité, des vins et spiritueux jusqu'à la tech, c'était vraiment d'arriver à réussir cette mutation du digital pour nos PME et nos ETI, et puis de leur faire prendre conscience que c'est aussi un trend un peu inéluctable et qu'il faut en passer par là maintenant pour développer des activités à l'international. Alors, quels sont les premiers résultats et les perspectives qu'on peut tirer de ce CES? C'est que d'une part, donc, toute cette intensité de coaching, de montée en compétences, en crédibilité de nos entreprises a été extrêmement bien perçue par l'ensemble des écosystèmes. La plateforme du CES, un peu décevante encore. On voit bien que dans le secteur de l'événementiel digitalisé, c'était encore un secteur pas complètement mature et qui a encore des efforts à faire. Et on a testé, nous, chez Business France, de nombreuses opérations digitalisées pendant toute l'année 2020 avec des expériences extrêmement variées. Je veux citer par exemple le NRF, le National Retail Federation pour la Retail Tech, sur lequel, pour le coup, là, on avait des très belles plateformes qui ont été mises à disposition par l'organisateur du salon. Le digital, pour ce type d'événement, c'est un peu l'inverse de la situation quand on y va physiquement. Quand on va physiquement sur le CES, on rencontre des centaines de contacts et on n'est pas très certain de ceux avec lesquels on va finalement véritablement réaliser du business. Dans le digital, finalement, les contacts ont été beaucoup moins nombreux que ce qu'on pouvait penser ou espérer. Mais par contre, les quelques dizaines de rendez-vous qu'ont obtenus chacune des entreprises françaises qu'on a accompagnées sur cet événement, la plupart, 98-19% des rendez-vous ont été honorés. Et finalement, c'était des rendez-vous extrêmement sérieux et plutôt prometteurs en termes d'activité pour la suite. La délégation française s'est fait remarquer, comme d'habitude, avec beaucoup d'Innovation Awards. Et puis finalement, l'enseignement qu'on peut tirer, c'est que suite à enquête auprès de l'ensemble des entreprises qui sont venues sur le CES, elles nous ont toutes dit, c'est unanime, qu'elles veulent revenir l'année prochaine et si possible en physique à Las Vegas. Donc l'attrait du CES reste intact après cette édition périlleuse de 2021. What's next maintenant pour les startups de l'IoT française à l'international? L'année 2021 ne s'arrête pas au CES. Après les États-Unis et l'Amérique du Nord, on va aller en Asie avec Computex Innovex à Taïwan, et puis en Europe avec l'IFA à Berlin, un salon très important qu'on a beaucoup développé ces dernières années. Sans oublier un événement exceptionnel cette année, c'est la foire, l'exposition universelle de Dubaï qui ouvrira ses portes le 1er octobre prochain et sur lequel, là aussi, parce que Proche-Moyen-Orient est un continent prometteur, on va monter certaines opérations en partenariat avec les organisateurs du pavillon français sur cette grande foire.
N'oubliez pas qu'avec le plan de relance export lancé le 1er octobre dernier par le gouvernement, de nombreuses aides sont à la disposition des entreprises. Je veux citer le chèque relance export qui permet de prendre en charge jusqu'à 50% des dépenses de prospection, qu'elles soient physiques ou virtuelles, sur un salon, sur un événement, sur une mission à l'étranger. C'est très simple et ça permet donc d'amortir le coût de votre prospection, et c'est en plus cumulable avec les aides qui sont mises à la disposition par les régions ou par Bpifrance. Toujours également un fort soutien gouvernemental pour la French Tech. Je crois que Kat est intervenu tout à l'heure en 2021. Business France, en lien avec la mission French Tech, soutient les communautés French Tech partout dans le monde à travers des projets lancés par ces communautés. Ça s'appelle le Community Fund. Renseignez-vous sur ces projets un peu partout dans le monde. Le Scale Up Europe sera aussi un gros projet lancé dans les prochains mois. Et puis, n'oubliez pas qu'une nouvelle promotion du French Tech 120 sera aussi dévoilée dans quelques jours ou quelques semaines. On a tout fait en 2020 et puis en ce début de 2021 pour que la tech française sorte encore plus forte et plus conquérante que jamais de cette année, de cette période difficile. Et je pense qu'on est bien parti pour cela. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Rossi. Merci pour cette intervention et nous prenons vos vœux avec beaucoup de confiance. On se retrouve très bientôt sur la tribune.fr pour de nouvelles expériences liées aux nouvelles technologies. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez été près de 25 000 et nous vous en remercions. À très bientôt sur la tribune.fr.